Je crois que ça aussi, ça fait partie de mes motivations. C'est surtout ça, je veux plus vivre ça. Moi, revivre ça, je m'en fous, mais surtout mon fils. Je veux pas. Je peux pas. Tu vois ce que je veux dire? Je veux pas qu'il vive comme moi, en fait. C'est impensable pour moi. Et je pense que ça fait partie de mes leitmotivs aujourd'hui. Et oui, tu as raison, oui, j'ai cette peur où si jamais je me plante ou si jamais j'arrête de travailler. Et c'est pour ça que je travaille autant. Beaucoup, ouais. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Vania, qui, selon elle, la seule manière de faire du bon travail, c'est d'aimer ce qu'on fait. Bienvenue à toi. Merci de me recevoir sur ce beau plateau, joli studio, en tout cas, merci. Merci vraiment pour le compliment. Vania, t'es sortante de l'ISCAM, promotion 2015. D'ailleurs, tous les deux, en sortant de l'ISCAM, t'as vu à l'époque, enfin, toi aussi, pendant le séminaire d'intégration, il y avait la chanson, tu sais, tu es de ma famille. Non, j'avais pas ça. Ok, nous, parce que c'est la chanson auquel on avait droit pendant le camp d'intégration. Et c'est vrai que t'as un profil, en fait, pas mal tourné vers le marketing. Donc là, ça fait 8 ans que t'es dans le monde professionnel. Et ton parcours t'a notamment emmené à la Star et aujourd'hui à la Société Générale. Mais avant d'en arriver là, vers avril 2016, tu entames un stage à la Star. Et à la fin de ton stage, tu te vois proposer le poste de responsable achat marketing. C'est pas tout le monde, honnêtement, j'en connais pas beaucoup, en tout cas dans mon entourage, qui sont passés de stagiaire à responsable, d'autant plus dans une très grande entreprise, une des plus grandes à Madagascar. C'est quoi qui a fait la différence? C'était quoi le facteur chez toi qui a fait que t'as pris vraiment une envolée incroyable en si peu de temps? Au fait, pour tout te dire, donc j'étais déjà, au fait, auparavant chef de publicité dans une boîte de communication. Et du coup, la Star m'appelait. Ils m'ont dit, voilà, vous faites partie des majors de promo de l'ISCAM. Du coup, est-ce que vous pouvez nous envoyer votre CV? Il y a un stage qui est dispo si vous êtes intéressé. Donc j'ai dit, ok, je vais démissionner de... Alors, j'ai quitté pour un stage. Ouais, waouh. Ok, là, l'histoire, elle est déjà encore plus exceptionnelle. Du coup, je me suis dit, je veux être à la Star. Parce que pour moi, la Star, c'est les codes de la vie. Tu peux tout apprendre à la Star tellement, il y a tellement de choses qui se passent. Donc, je me suis dit, ok, et j'ai démissionné. Et puis, voilà, j'ai été pris en tant que stagiaire sur les achats marketing à l'époque. Et j'ai fait 6 mois de stage. Au bout de 6 mois de stage, j'ai provoqué une réunion avec la N+2. Donc c'est... Ah ouais, en plus, ouais, ok. Et j'ai dit, voilà, j'ai fait ceci, cela. Parce que moi, je me suis dit, moi, je veux être là à la Star. C'était ça mon objectif dès que j'étais stagiaire. Je me suis dit, moi, je veux rester. Je veux pas partir de la Star. Je veux construire quelque chose ici. Et du coup, j'ai dit, je veux rester. Voilà ce que j'ai apporté à la Star depuis ces 6 mois de stage. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? En tout cas, je pense que c'était cette audace, au fait, où je me suis dit, voilà, j'ai discuté avec mes N+1. Eux, elles m'avaient dit, vois avec notre N+2 directement. Du coup, voilà, j'ai organisé la petite réunion et tout ça pour un petit point et tout ça. Et j'ai dit, je veux rester à la Star. Voici mes perspectives d'avenir. Voici ce que j'ai pu apporter à la Star. Je veux rester à la Star. Et elle m'a dit, ok, laisse-moi 2 mois, 2 mois de plus. Et on va essayer de voir ce qu'il y a pour toi. Et ils ont créé le poste de responsable achat marketing junior à l'époque. Ah ouais, ils l'ont créé vraiment pour toi. Mais pendant les 2 mois où elle a dit laisse-moi 2 mois, t'étais encore en stage ou... Oui. Ok. Donc j'ai fait 8 mois de stage, s'il vous plaît. 8 mois de stage.
Mais ça a payé. Ouais, donc vraiment, l'audace, c'est vraiment, je pense l'élément qui a fait que... Voilà. On encourage vraiment, en tout cas, les plus jeunes, en tout cas, qui se lancent dans le monde du travail, du coup, à avoir ce cran, même si, bon... Oui. Alors, je sais pas si chez toi, c'est naturel, cette audace-là, ou est-ce que tu t'es quand même un petit peu forcé, tu vois, genre... Je me suis forcée. Ouais. Par contre, l'avantage, c'est que avec moi, tout est calculé. Donc, je sais un tout petit peu où je vais et je sais ce que je veux, au fait. Et je pense que c'est grâce à ça c'est ça qui a forgé, je pense, mon caractère et qui a fait de moi cette personne que je suis aujourd'hui. En tout cas, à chaque fois, c'est comme ça. À chaque fois, c'est comme ça. Pour moi, les promotions, c'est presque tous les 8 mois. Du coup... C'est quoi ce secret? C'est toujours l'audace ou Les performances. En tout cas, je fais de mon mieux. Ouais. Donc, je sais déjà où est-ce que je vais. À chaque fois que je prends un poste, je me suis dit, ok, je vais m'éclater. Voilà ce que je vais faire. J'essaie de me prouver aussi à moi-même. Je le fais toujours pour moi d'abord. Donc, j'essaie de le prouver. Et j'essaie d'argumenter, de voir avec mes N+, voilà mes objectifs cette année. Donc, il faut que je surpasse ça cette année. Il faut que j'atteigne plus mes objectifs, en fait. Et c'est tout le temps comme ça que, si tu vois un peu mon cursus... On va en parler, justement, parce que, après avoir eu donc ce premier emploi à plein temps à la Star, tu passes... alors, je vais les énumérer, hein. Chef de produit boisson gazeuse. Oui. Chef de produit boisson gazeuse internationale. Oui. Chef de produit bière mainstream. Oui. Alors, on s'éloigne quand même un petit peu du marketing sur les fonctions que je viens de citer, en tout cas à première vue. Tu me diras si je me trompe. Est-ce que toi, pendant ces moments-là, à chaque fois quand tu fais le saut d'un poste à un autre, tu ressens quand même une certaine peur? Ou est-ce que toi, au contraire, t'es vraiment juste super excité et c'est bon, aucune pensée négative, j'ai envie de dire, dans la tête? Au fait, je pense que ce qui m'a aidé, c'est le positivisme. Donc moi, je fais partie des personnes qui foncent tête baissée. Donc ouais. Du coup, comme je suis très spontanée dans mes prises de décision, je me dis, la première décision, c'est toujours la bonne. Mais je me suis trompée, je me suis déjà trompée plusieurs fois. Ouais. Mais en tout cas, à 90%, c'est la bonne décision. Ouais. Donc franchement, c'est ça, au fait. Ouais, tu te connais, donc tu fais confiance à ton instinct, en fait, à ce qu'il te dit à l'instant T. C'est ça. Ouais. Ah oui. Et donc, tu disais tout à l'heure, excuse-moi. Oui. Donc, tu disais tout à l'heure, on s'éloigne un peu du marketing. Oui, voilà, c'est ça. Mais non, en fait, on s'éloigne pas. D'accord. Parce que déjà, j'étais dans le département marketing. Donc, j'étais chef de produit marketing. Ok. Donc, je gérais tout ce qui est, voilà, le développement d'une offre, la conception de l'offre. Donc, c'est vraiment du marketing à 360, au fait. Non, autant pour moi, parce qu'en fait, moi, j'étais étonné, je regardais, je me suis dit, chef de produit boisson gazeuse, donc quoi, c'est genre, tu faisais les formules et tout, tu vois, t'étais passé côté laboratoire, par exemple, je dis, non, c'est un sacré, ok, d'accord, non, là, au moins, ça le mérite d'être clair. Et après de nombreuses années, tu décides de quitter la Star, pour rejoindre la Société Générale Madagascar, anciennement BFVSG. Et dans un premier temps, en tant que chef de produit. Banque au quotidien. Banque au quotidien, c'est ça exactement. Déjà, pourquoi avoir quitté la Star? La question qui fâche. Ah. C'est qu'il y a une histoire derrière. Donc, en fait, j'ai quitté la Star avec le cœur lourd. J'en ai pleuré même. À mon pot de départ, parce que voilà, la Star, c'est, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est vraiment mon premier amour, c'est ça. C'était ça. Du coup, au fait, j'ai dû prendre des décisions assez difficiles. Donc, à l'époque, j'avais eu mon fils. C'était l'époque où j'avais eu mon fils. Et du coup, j'ai dû changer de perspective. Et je pense que, sincèrement, c'était un petit souci de management aussi. D'accord. Ouais. Il y avait un peu de ça aussi, quoi. Oui. Parce que ça, c'est très important pour moi dans le milieu de travail, dans tout ce que je fais.
C'est pour ça que je dis, c'est la question à $1000. Ouais. Et je gardais secret de notre point. Et c'est justement, à la Société Générale, bon, tu nous as donné l'info juste avant qu'on commence. Tu viens récemment d'être promu. Oui. C'est ça? En tant que adjoint du directeur marketing communication. Donc je vais gérer tout ce qui est communication et pôle expérience client. Bah déjà félicitations, hein. Merci. Franchement, ça a le mérite d'être souligné. Là aussi, donc quand tu entres à la Société Générale, t'as déjà un plan de carrière, tu vois, genre tu sais, oui. je vais faire ça, tac tac tac. Oui. Donc même après, là t'as une promotion, mais tu sais déjà, t'as ce que t'as en tête pour oui. pour l'après. Oui, au fait, voilà, ils m'ont appelé. En tout cas, ils m'ont débauché. C'était ça aussi. Ah, c'était ça aussi. Oui, c'était ça aussi. Ah, ok. Ils m'ont débauché. Donc, j'avais une copine déjà qui me connaissait à l'époque. C'était une ex-star aussi. Et du coup, elle m'a un peu débauché. Voilà, elle m'a vendu le poste de chef de produit, voilà. Parce que c'était la première fois, au fait, c'était un nouveau pôle à la Société Générale. Donc, elle a dit, tu as de très grands challenges. Moi, dès que j'entends challenge, ok, j'y vais. N'en dis pas plus. Et du coup, c'était un peu ça. Et je me suis dit, ok, je vais accepter comme c'est pas une promotion. Tu vois ce que je veux dire? Donc je me suis dit ok, comme c'est un nouveau pôle, j'aurai l'opportunité de développer un tout petit peu le pôle, d'apporter mes expériences, donc tout ce que j'ai acquis à la Star et optimiser au sein d'une banque, voilà. Et on sait très bien ce que c'est une banque, hein. C'est une très très grosse machine, très difficile à déplacer. Donc il y a un peu de ça et voilà. Et puis je me suis dit ok, je vais être chef de produit déjà dans un premier temps, mais je vais pas rester là, c'était ça. Après, un peu plus tard, après 8 mois, j'ai été promue en tant que responsable marché retail. Donc c'est là que j'ai dévié un tout petit peu. C'est quoi la différence? Enfin, je veux dire, tu peux préciser peut-être. Ouais. La différence, au fait, c'est que déjà, en tant que responsable marché retail, tu es dans le département commercial, t'es pas dans le département marketing. Par contre, tu développes quand même des offres commerciales, donc c'est pas très loin du marketing. Tu développes les offres pour les particuliers quand tu es quand tu as comme portefeuille le marché des particuliers. Je gérais du coup en transversal toutes les agences, mais avec les directeurs de groupe. Donc il y a un peu de ça, mais uniquement toutes les stratégies commerciales sur le retail, c'était à mon niveau. D'accord. Donc c'est ce qui diffère un peu des deux. L'autre c'est commercial, l'autre c'est marketing, mais à côté je fais quand même de l'animation, beaucoup d'animation commerciale, beaucoup de développement offre et beaucoup de partenariats. C'est pour compléter un tout petit peu mon cursus, au fait, parce que je me suis dit ok, j'ai fait du marketing comme en tant que chef de produit. Donc, en tant que responsable marché, je vais boucler la boucle pour la partie commerciale parce que je devais aussi développer cet axe-là pour maîtriser un peu les trois. Comme c'est complémentaire. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais accepter ce challenge. Et j'ai accepté ce challenge il y a 2 ans et demi. Et voilà. Mais tu regrettes pas? Et je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Et j'avais surtout l'occasion de m'appuyer sur un très très bon manager, donc mon ex-manager. Ouais, super. Et comme tu aimes les challenges, en 2019, tu montes ta boîte, Aizimada, qui est la première agence d'influence marketing à Madagascar. Et en fait, votre mission principale, tu me corriges si je me trompe, consiste en la promotion de marques et produits sur les réseaux sociaux des influenceurs au pays. Voilà, c'est ça. Je vais poser une question. J'ai déjà une idée derrière parce que forcément, t'es passionné par le domaine, mais je vais quand même demander l'idée de monter cette agence. Comment elle t'est venue? Je vais tout te dire. Ouais. Alors, du coup, en 2017, j'étais encore à la Star à l'époque, en 2017.
Et quand tu es chef de produit, tu peux, au fait, proposer tes axes de com avec l'équipe com, bien évidemment, sous réserve s'ils sont d'accord ou pas. Donc, à l'époque, en 2017, je me suis dit, est-ce qu'il y a des influenceurs à Madagascar? Donc, c'était ça le déclic. Parce que je me suis dit, voilà, les réseaux sociaux, le digital, c'est l'avenir. Et du coup, l'équipe com a cherché et ils ont trouvé des influenceurs à l'époque. Et je leur ai dit, au fait, à chaque fois, on organisait des soirées à chaque lancement. Ouais. À chaque lancement de produit ou lancement de grande campagne, on organisait des soirées à l'époque. Ça faisait partie des premières soirées qu'on avait organisées pour une très grande campagne. C'était Coq Studio à l'époque. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'entendre. Donc c'était Coq Studio. La soirée s'est déroulée à Ibis à l'époque. Et je me suis dit, donc moi, je veux rehausser, je veux promouvoir les influenceurs et je veux promouvoir ma marque à travers les influenceurs. Et franchement, je voulais être la première à faire ça, que ce soit à la Star ou à Mada. Et du coup, à l'époque, je m'en souviens très bien, c'était très difficile à valider, à faire valider, parce que c'était quelque chose qui était très différent, décalé, comment gérer ce qu'ils vont dire, comment, il y avait beaucoup cette inquiétude-là, au niveau de la direction à l'époque, mais ils ont quand même, octroyé du budget pour voir ce que ça donne, au fait, à l'époque. Et du coup, à l'époque, on avait Ant Beaumartin, Teg, Tefi, à l'époque. Et puis, lorsqu'on a organisé la soirée, je leur ai dit, il faut inviter tous les influenceurs qu'on connaît à Mada. Et comme on n'en a pas assez il y avait pas assez d'influenceurs en 2017, on s'est dit, vous pouvez aussi, je leur ai dit, vous pouvez aussi inviter les présentateurs TV, parce qu'eux sont des personnalités publiques et c'est grâce à leurs réseaux sociaux qu'on sera beaucoup plus visible à l'époque. Et du coup, voilà, ça a été validé. On a invité à l'époque Riz, Isit, des artistes aussi. Ouais. Mais en tout cas, c'était vraiment, on ressentait vraiment les retombées de cette soirée-là, à l'époque, sur les réseaux sociaux. Et franchement, ça a marché. Et depuis ce jour, à la Star, à chaque fois qu'il y a une soirée, on invite les influenceurs, on invite les artistes et on invite les personnalités publiques comme Christian et Rizataï. Donc c'était ça le déclic en 2017. Et puis je me suis dit, donc ça m'a pris quand même 2 ans, la réflexion. Donc je me suis dit, ok, j'y vais ou pas. Après je me suis dit, quand tu es à la Star, au fait, ça travaille beaucoup. Ça travaille vraiment beaucoup. Et du coup, dès que j'ai quitté la Star, je me suis dit, donc cette fois, je me lance. Parce que ça fait 2 ans, personne ne le fait. Pourquoi pas ne pas professionnaliser, soutenir les influenceurs, et demander, chercher, trouver des clients pour que ces clients-là puissent positionner leurs produits sur la page de ces influenceurs. Et du coup, voilà. Et j'ai créé IDEA en 2019, avant le Covid. Et je m'en souviens très bien, c'était en avril 2019, et je crois qu'un peu plus tard, fin 2019, il y avait le Covid. Et du coup, à l'époque, je faisais même partie en tout cas, je suis la première, je peux le dire haut et fort, à organiser tu vois, les streamings en Facebook, les concerts live. Donc on l'a fait la première fois avec Denise et Shine. Et après ça, tout le monde l'a repris. Si tu t'en souviens, vers 2020, on l'a fait ça en décembre. On l'a sponsorisé sous THP à l'époque. Et je crois que mars 2020, tout le monde s'est mis à faire concert live, streaming, machin. Et même Coca-Cola, l'international, eux, ils étaient un peu en retard. Ils l'ont fait qu'au mois d'août 2020. T'as été vraiment précurseur, en fait, vraiment, dans l'approche. Ouais, ok. Ton premier client, comment tu l'as signé? C'est la Star. C'est la Star. Pourquoi chercher loin? C'est la Star et JP. Ouais. Bah, de toute façon, ils ont vu ce que tu avais
déjà fait, donc c'était forcément plus simple après derrière de vendre le service. Oui. Quand tu dis plus simple, non, c'était pas plus simple. Non, pas plus simple. Non, c'était pas plus simple parce que je m'en souviens très bien à l'époque. Je créais 30 concepts chaque semaine. Je m'en souviens très très bien. Et il y avait que un concept de validé par semaine. Je m'en souviens très bien. C'est pour ça que j'ai dit c'était pas évident. Ouais. Mais je m'en souviens très bien. Tout le temps, j'ai vraiment compté. À chaque fois, chaque semaine, je faisais 30 concepts. Sur ces 30 concepts, il y avait qu'un seul de validé par mes clients. En gros, t'as jamais baissé les bras, quoi. Voilà, c'est pas parce qu'il y en a 29 qui, t'as persévéré, ouais, merci. C'est pas parce qu'il y en avait 29 qui ont été refusés que, voilà, mais le 30e, c'était le bon, quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer, le business model qu'il y a derrière une agence comme ça? Est-ce que, je veux dire, par exemple, c'est un pourcentage qui est prélevé sur les cachets des influenceurs, ou est-ce que, par exemple, l'influenceur, pour faire partie de l'agence et profiter des services, je sais pas, il paie un montant mensuel, peut-être Écoutez bien, je vais tout vous dire. Non, en fait, comment ça se passe? Donc, il y a, au niveau de la gestion, d'influence marketing, il y a 2 contrats. Il y a un contrat qui est exclusif et un contrat qui est non exclusif. Je veux dire, semi-exclusif. Parce que, au fait, le deal, c'est que dans la partie contrat exclusif, en tout cas, c'est exclusivement IDEA. Tous les clients passent par IDEA. Donc, il y a ça. C'est ça que j'appelle le contrat exclusif. Donc, ça, on fonctionne pas en pourcentage, on fonctionne sur de la survente. C'est ça le challenge. Du coup, eux, ils proposent un prix et nous, on fait de la survente. On n'est même pas payé grâce à une commission ou un pourcentage dessus. Parce qu'on veut pas, justement, l'influenceur, il va dire donc du coup, moi, c'est 1 million d'arrêts, et nous, on va pas dire, ok, on prend 10%, ou on prend 25%. Mais voilà, donc c'est ça. Et c'est ça le challenge, et ça fait partie de nos axes d'amélioration, d'ailleurs. Je t'expliquerai pourquoi après. Ensuite, il y a le contrat semi-exclusif. Donc, il y a une campagne qui tombe. Quand je dis il y a une campagne, il y a un client qui nous contacte. Par exemple, le KFC. Donc, eux, ils vont nous contacter, et à côté, on va contacter les influenceurs. Au moment où on va leur dire qu'on va vous proposer à KFC, même s'ils sont pas exclusifs, ils seront logiquement exclusifs. Donc, ils pourront pas passer directement chez KFC à ce moment-là. Parce que c'est une campagne, donc le client est passé chez IDEA. Donc, c'est une campagne où on va justement gérer la strate et le placement de produits sur les réseaux sociaux de l'influenceur. Donc, à ce moment, c'est pour ça que je dis c'est semi-exclusif. Mais par contre, lui, l'avantage, c'est qu'il a le droit de prospecter d'autres clients hors les clients IDEA. Ok, je vois. Donc, il y a ça. Donc, j'avais dit tout à l'heure, le plus grand challenge aujourd'hui, c'est que on est confronté à des difficultés dans un sens où des fois, il y a les influenceurs qui passent directement, chez nos clients. Et il y a également nos clients qui, vice versa. Donc, c'est ça le challenge. Après, nous, on essaie de verrouiller un tout petit peu ça en restant professionnel, dans un sens où on montre que, IDEA est utile, que ce soit pour l'influenceur ou que ce soit pour l'entreprise. Parce que nous, ça fait 3 ans qu'on est là. On fournit des indicateurs de performance, on a un compte rendu, on a un monitoring, on a un suivi. C'est vraiment un business model, comme tu dis, très très bien, réfléchi, structuré. Donc il y a un peu de tout ça, et qu'on est là vraiment pour alléger les 2 côtés, au fait. C'est ça. Parce qu'à côté, par exemple, l'influenceur, lui, il aura pas à faire ses comptes rendus lui-même. Il aura pas à faire ses statistiques et tout ça. Il aura pas à chercher ses clients, parce qu'on le fait. On a des commerciaux pour ça. On les recommande pour ça. On a les argumentaires commerciaux pour ça. On paye beaucoup, justement, même pour ça. Donc, à côté, le client, lui, il va pas contacter la personne à 1h du matin, demander Nifstad, vous êtes formel ou pas. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, il y a un peu de ça. Donc, on est là
pour équilibrer les deux côtés. Et quand j'ai dit tout à l'heure, verrouiller, c'est dans ce sens-là où on veut être utile, que ce soit pour notre client à nous, nos clients à nous, et pour l'influenceur également. Est-ce que toi, t'as l'impression que il y a eu une évolution, on va dire, du métier d'influenceur à Madagascar, toi qui es dans le domaine depuis quasiment 4 ans bientôt. De ouf. Ouais. Oui, de ouf, parce que, comme j'avais dit tout à l'heure, en 2017, il y avait que 3 influenceurs. Je me souviens très bien, Aaron, Steph, Hans, Teg parce qu'il était présentateur TV, Christian et Ritz parce que ils ont fait ça presque toute leur vie, tout en sachant qu'ils se prônaient pas, oui, en tant qu'influenceurs. Aujourd'hui, on a une 40aine d'influenceurs sur les réseaux. Et il y a aussi ce phénomène où tout le monde se dit qu'ils sont influenceurs, si vous avez remarqué. Ouais, à partir du moment où tu as peut-être un certain nombre de followers, par exemple, sur les réseaux. Ouais, donc aujourd'hui, au fait, oui, ça a beaucoup évolué. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on peut fonctionner comme à l'étranger, comme quoi il y a les nano-influenceurs, donc les précurseurs, il y a les mini-influenceurs et il y a les vrais influenceurs, en fait. Donc, il y a ce 3 levels d'influence marketing aujourd'hui à Mada. Et toi, quand tu regardes un petit peu les données, tout ça, parce que forcément, toi, tu gères les contrats, tu fais l'intermédiaire entre donc les entreprises qui cherchent des influenceurs, les influenceurs qui cherchent à positionner des produits. Tu penses que on peut en vivre pleinement juste en étant influenceur à Mada? Ou est-ce que c'est vraiment, on va dire, disons peut-être plus ou moins comme ça, un privilège, on va dire, qui est réservé juste à une petite poignée d'influenceurs, mais bon, le reste doivent quand même faire des choses en parallèle. En tout cas, tous les influenceurs font un truc à côté, à Mada. Donc ça, c'est indéniable. Par contre, je peux dire qu'on peut vivre de l'influence marketing à Mada. Parce que Idea vit de ça. Idea vit de ça. Même si à côté, on a nos autres activités qui représentent aussi 50% de nos chiffres d'affaires. Même plus. Mais en tout cas, même si on prend l'exemple, par exemple, de Hans, elle vit vraiment de l'influence marketing. Les chaises à la maison, le lit, tout ça, si tu as remarqué, elle les poste là sur ses réseaux sociaux. Mais elle arrive à construire sa maison grâce à l'influence marketing, si je peux dire, à 75%. Donc franchement, oui. C'est top. Et est-ce qu'il y a une régulation ici à Mada qui entoure le secteur? Parce que j'ai vu notamment, enfin, je prends l'exemple de la France, mais peut-être que c'est comme ça dans d'autres pays, ils essaient justement essayer de mettre en place un cadre légal pour entourer les activités. Aujourd'hui, non, c'est... Non. On n'est pas encore... Heureusement. Okay. Ouais. D'accord. Là, justement, d'ailleurs, récemment, en mars, t'es arrivé 8e du classement JPM, enfin Jeune Patronat de Madagascar, Millennials, où en fait ils sont classés 45 chefs d'entreprise âgés de moins de 45 ans qui changent le secteur privé. Et toi, tu étais dans la catégorie innovation du secteur. Ça, j'imagine que tu dois quand même être fier enfin de pouvoir figurer sur cette liste. C'est pas rien, ça montre quand même que on reconnaît que... Oui, c'est pas rien. Franchement, c'est pas rien. C'est même inattendu, tu vois. Parce que moi, j'ai vu mon dossier en 2 minutes, hein. J'ai fait mon dossier en 2 minutes. Tout en sachant, je me dis, bon, on envoie comme ça. Parce qu'au fait, la strate, au fait, d'IDEA, ces 3 premières années, ces 3 dernières années, 3 premières années, oui, 3 premières années, c'était que, voilà, nous, on va mettre en avant les influenceurs. On va pas communiquer IDEA du tout. Si tu as remarqué, on a 30 000 abonnés, 35 000 abonnés sur IDEA. Sur IDEA Podcast, 40 000, un peu moins de 40 000 abonnés. Parce que c'était vraiment ça, la strat. La strat, c'est il faut mettre en avant les influenceurs. Il faut dire que, voilà, ils valent de l'or. Ils sont premiers. Il faut pas qu'on voit IDEA. Il faut qu'on voit les influenceurs.
C'était ça, en fait, la strate des 3 premières années, pour dire que voilà, c'est quelque chose qui peut fonctionner, c'est vraiment une communication incontournable. Donc c'était ça un peu la strate des 3 premières années. Et puis je me suis dit ok, voilà, 3 premières années, c'est bon là. Les influenceurs, on les connaît, machin. Et il faut qu'on se mette en lumière maintenant. Ouais. Il faut qu'on sache qui est l'équipe IDEA, qui est derrière. Ouais. Un peu tout ça, l'émission digitale, tout ce qui est nouveaux concepts chez IDEA. Donc il faut qu'on mette en avant l'équipe, il faut qu'on mette en avant IDEA. Et c'est pour ça que j'avais postulé, justement, candidaté. Et heureusement, j'ai atterri 8e, mais pas 40e. Ah, franchement, c'est vraiment super. Et aujourd'hui, justement, on parle d'IDEA, comment elle est structurée, l'entreprise? Donc au niveau de IDEA, il y a la partie comité direction. Donc on est 2 dessus. Ensuite, quand je dis on est 2 dessus, je suis même pas écrit quelque part. Mais je suis administrateur, c'est ça, comme si j'étais actionnaire, parce que je peux pas, il y a la Société Générale à côté. Donc c'est pas mon entreprise. Donc il y a ça. Et puis il y a la partie com qui est gérée par 2 personnes aujourd'hui. Donc elle s'occupe de tout ce qui est émission digitale, événementiel, parce que là on s'est mis justement à gratter un tout petit peu une partie, mais il faut que ça soit un event qui correspond justement à IDEA. Donc ce serait comme Pulsar par exemple. Je sais pas si tu as eu l'occasion de voir. On a démarré là comme il y a 4 jours. C'est le premier festival des selfies à Madagascar. Oui. Donc il y a ça. Donc elle gère un tout petit peu ça. Et puis il y a le volet marketing. Donc dedans il y a tout ce qui est marketing digital et gestion d'influenceurs. Et puis on a une très grosse équipe de production parce que des fois on est souvent sollicité pour appuyer certains de nos influenceurs qui sont exclusivité pour cadrage, montage et tout ça. Et puis il y a la partie émission digitale aussi qu'on fait pour nos clients et qu'on fait sur la page IDEA Broadcast. Donc c'est dans la partie prod qu'il y a le max de personnes aujourd'hui. Voilà. Et puis il y a la partie administration. Donc il y a nos 2 comptables qui gèrent un peu toute paperasse. Ouais. Franchement, c'est une grosse équipe quand même, franchement. Oui, on est une 12aine aujourd'hui. Ouais, c'est super. Si les 2 premières années, il y avait que moi. Faut pas avoir peur de commencer petit, hein. Puis de toute façon, avec la passion et j'ai déjà oublié le mot que tu avais utilisé tout à l'heure, la persévérance. Voilà, les choses paient un jour, quoi. Voilà. Toi-même, d'ailleurs, tu passes beaucoup de temps sur les réseaux Je suis là, H24. Ah, t'es H24. Il faut. Pour te dire, même il y a des clients qui m'envoient un messenger à 1h du matin et je réponds. Oui, c'est vraiment que... Ouais, c'est ça l'avantage, je fais un peu ma pub, mais voilà. C'est ça l'avantage d'être chez IDEA. C'est que nous, on est dispo H24. Ouais. Tu nous appelles à 1h du matin, on répond, Messenger, WhatsApp, tout le tralala, on est dispo, on est flexible, on est présent pour nos clients. Parce qu'on veut qu'on soit là pour eux, on veut faire la différence, tu vois. Donc si tu as remarqué, par exemple, aujourd'hui, je pense pas qu'il y a une structure qui peut répondre à ça aujourd'hui. C'est vrai qu'à 1h du mat, même pas que dans la com, mais il y a très peu, je crois, qui peuvent... Donc nous, on est là, on dort peu, pour assurer justement la continuité des activités. Donc il y a ça. Puis moi, je suis très connectée aussi parce que, voilà, la journée, c'est chez Mada. À partir de 21h, je valide, je travaille un peu, j'appuie un peu l'équipe sur la partie communication IDEA. Ouais. Et... Jusqu'à 1h du matin. Et la famille, ça après 1h du mat, du coup. La famille, ça dort à 22h. D'ailleurs, c'est justement un des points que je vais voir avec toi, parce que bon, tu viens de nous partager un peu ta journée, on va dire,
plus ou moins typique, on va dire. Aujourd'hui, enfin, t'es mère de famille. J'imagine que voilà, il fait partie des priorités de ta vie, tu vois, ton enfant, bien sûr, ça, oui. Je pense qu'il y a pas de question là-dessus. Mais comment tu fais quand même pour concilier un peu justement le fait que tu dois être performante à l'SGM, tu dois être performante pour ta boîte. Enfin, c'est pas ta boîte, mais là où t'es administrateur. Et voilà. Et donc du coup, voilà, ouais, la vie de famille. Elle est là, la vie de famille. Non, en fait, en tout cas, ma première motivation, c'est mon fils. Il est né en 2019. Donc je pense que c'était surtout lui le déclic qui a fait. Il faut que je fasse tout pour que mon enfant ne vive pas comme moi, parce que je viens pas d'une famille riche, pas du tout. Je viens d'une famille pauvre et je le réclame. Voilà. Et du coup, je me suis dit, je veux pas que mon fils, dort chez ma tante parce que voilà, je suis comme quoi, ça ira. Et du coup, je pense que c'est lui ma première motivation. Après, j'essaie d'avoir des moments de qualité avec lui. Je pense que je suis à la maison. Par exemple, moi, je dîne pas, mais je dîne avec eux, tu vois. C'est un peu dans ce sens. En tout cas, j'essaie de creuser dans mon emploi du temps pour avoir un moment pour mon fils. Et puis, des fois, je le trimballe aussi au boulot le week-end pour qu'il soit avec moi sur les événements. Donc, il y a ça aussi. Il y a ça aussi, même quand je voyage, je le trimballe avec moi, même s'il a école. Heureusement qu'il a encore moins de 4 ans. Je suis un peu égoïste, mais voilà. J'essaie de gratter des moments de qualité avec mon fils. Et toi, t'arrives à avoir des moments de qualité pour toi, je veux dire juste pour toi? Tu sais quoi? Quand je travaille, j'ai l'impression de ne pas travailler. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est ma passion. C'est pour ça que je ne compte pas l'heure. Même à l'ASG, je ne compte pas l'heure. Nous, on finit à 16h30 à l'ASG. Moi, je quitte le boulot à 20h, 19h30. Donc, il y a un peu de ça. Chez IDEA, il y a tellement de concepts, il y a tellement de choses qu'on fait que j'ai pas du tout l'impression de travailler. Et c'est peut-être pour ça que quand je travaille, j'ai presque même pas sommeil. Oui, je sais, la santé avant tout, mais voilà. Autant que je dors 5 heures par jour, ça me va, tu vois. Donc, il y a un peu de ça. Et puis, je pense que les moments de qualité, c'est que je prends soin de moi, j'adore la mode. Voilà. Je pense que ça fait partie de mes moments de qualité pour moi. Ouais. Est-ce que tu penses, parce que tu disais tout à l'heure que, en tout cas, tu viens pas en tout cas d'une famille qui avait des grands moyens en tout cas. Est-ce que toi aujourd'hui tu peux te dire genre t'as peur vraiment des fois peut-être de dire j'ai peur de revivre ça, ou est-ce que t'y penses plus, tu vois ce que je veux dire? Je crois que ça aussi ça fait partie de mes motivations. C'est surtout ça, je veux plus vivre ça. Moi revivre ça je m'en fous, mais surtout mon fils. Je veux pas. Je peux pas. Tu vois ce que je veux dire? Je veux pas qu'il vive comme moi, en fait. C'est impensable pour moi. Et je pense que ça fait partie de mes leitmotivs aujourd'hui. Et oui, tu as raison, oui, j'ai cette peur où si jamais je me plante, ou si jamais j'arrête de travailler. Et c'est pour ça que je travaille autant. Beaucoup, que je veux pas m'arrêter, je veux toujours plus, je veux plein de choses. C'est ça, en fait. Et j'ai peur d'y retourner. Ouais, non, je pense que c'est qu'il y a des expériences personnelles qu'on chacun vit dans sa vie qui font que, oui, voilà, ça a des conséquences sur la manière dont on agit. Par exemple, tu te considères un peu comme alcoolique, enfin bon, en gros, si tu veux, accro au travail. Oui. Ouais. Ok, non mais. Et je l'assume en plus. Je pense qu'après il y a des dépendances qui sont pires que celle-là. Franchement, franchement ça va. C'est vraiment bien. Et moi je voulais parler d'un sujet par contre qui concerne un peu plus
l'actu des réseaux sociaux à l'international, pour un petit peu finir notre discussion. Il y a beaucoup en ce moment de gouvernements étrangers qui commencent un petit peu à mettre des limites sur l'utilisation de certaines applications. TikTok. Voilà, TikTok principalement. Est-ce que tu penses que c'est justifié ce que eux font? Est-ce que t'as peur que toi un jour ça arrive à Mada et Non, que je pense pas que ça va arriver à Mada. Tu vois, tu connais Mada. Heureusement, c'est pour ça que tu vois, je reste. Parce que c'est souvent le sujet. Le sujet, c'est que tu te vois pas vivre à l'étranger. Tu te vois non. Mada, c'est dur à Mada. Mais je suis là et je reste et je veux prouver qu'on peut faire quelque chose à Mada. Moi, j'aime Mada, j'aime le pays. J'ai même pas de cursus universitaire à l'étranger ou après je suis revenue. J'ai l'impression que c'est un tout petit peu le cliché, tu vois. J'ai même pas ça. Moi, j'ai tout fait à Mada. Donc voilà, je suis là et je proclame vraiment que c'est bien de vivre à Mada, qu'on peut faire des choses à Mada, qu'on peut réussir à Mada, voilà. Et c'est toujours mieux aussi d'être auprès de la famille, auprès de nos proches, même en termes de culture et tout ça, c'est très important. Et j'avais oublié ta question. Oui. Oui, par rapport à comment toi tu vois un petit peu le fait que il y ait des pays qui commencent à interdire petit à petit l'utilisation de l'application. En tout cas, après ça dépend de chaque culture. Tu vois, par exemple, dans des pays asiatiques, c'est normal, ils sont très socialistes, normés, cadrés, tu vois un peu ce que je veux dire. L'Inde aussi qui est touchée, tu vois, donc je pense que c'est plutôt culturel, c'est plutôt culturel que c'est pas les réseaux sociaux, je pense que c'est la culture vraiment qui fait que ce réseau social là n'a pas sa place dans le pays. Je pense que c'est surtout ça. Et à Mada, on a cette opportunité où on est pluriculturel. Il y a un peu d'anglophones, il y a un peu de francophones. On veut être tu vois ce que je veux dire? Donc on aime tout ce qui, par exemple, tout ce qui est Asia, culture Asia. C'est un peu mélangé à Mada. Du coup, je pense pas que ça va venir un jour parce qu'on est quand même pas mal très ouvert et très sollicité par ces pays-là d'ailleurs. J'ai posé une autre question pour finir, mais en fait, t'as dit quelque chose sur lequel j'ai envie de rebondir. Tu parlais de culture. Pour certains, la culture à Madagascar semble être en perte de vitesse, pour ne pas dire en perdition. En tout cas, qu'elle commence à changer ou à disparaître. C'est selon, justement. Tu parlais justement, t'as utilisé le terme pluriculturel. Est-ce que toi, tu penses qu'aujourd'hui, la culture à Madagascar, dans son ensemble, vraiment au sens large du terme, se porte bien, qu'elle n'est pas, la situation n'est pas aussi critique que ce que certains disent ou pensent? Comment dire? Comme j'ai dit tout à l'heure, on est très, pluriculturel. Donc on prend un peu de tout ici à Mada. Oui. En tout cas, on perd un peu notre culture. Après aussi, de toi à moi, il y a les us et coutumes qui sont de grand n'importe quoi. De toi à moi, tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je suis pas contre, hein. Je suis pas contre qu'il y a des nouvelles choses, une nouvelle culture, qu'on aime autre chose, qu'on découvre un peu autre chose. Parce qu'à chaque fois, moi, je pense que, je suis désolée, mais voilà. Je pense que la culture malgache, c'est terre saine. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Et c'est pour ça que chaque malgache n'évolue pas, je pense. Alors que on a cette opportunité d'être pluriculturel parce que on prend beaucoup de choses. On prend les cultures K-pop, Asia, machin, la partie USA, on veut découvrir, tu vois. Donc ça, c'est important de sortir un peu notre zone de notre zone de confort parce que je pense que ça fait partie des facteurs clés de succès d'une personne de sortir de sa zone de confort et voilà.
Bah écoute, Vania, merci beaucoup pour cette discussion, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis je je te souhaite le meilleur vraiment dans tout ce que tu entreprends. Merci de m'avoir accueilli. En tout cas, c'est un privilège, hein. C'est toujours bien de partager, de rendre aussi idées un peu plus visibles. Merci de m'avoir donné cette opportunité. Et merci à l'équipe tech derrière.